Le 14 mai 1770, Marie-Thérèse de Lamballe reçoit une invitation officielle du roi de France qui annonce le mariage du dauphin Louis XVI avec l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. Marie-Thérèse découvre la jeune dauphine de France. Elle a alors que 15 ans, tandis que Marie-Thérèse en a déjà 21. Le roi les présente, un regard complice, un sourire. C'est le coup de foudre amical instantané entre les deux jeunes filles. Et à partir de ce moment-là, elles ne se quitteront plus jamais. Malheureusement, les événements de l'histoire de France vont faire en sorte qu'elles devront se séparer. On connaît tous et toutes la mort de la reine de France, Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793. Mais on connaît moins celle de sa meilleure amie, la princesse de Lamballe, tuée par les Parisiens le 3 septembre 1792. Et c'est de cet événement que l'on va parler aujourd'hui. Marie-Thérèse Louise de Savoie est née à Turin en 1749. Elle vit une enfance maussade rythmée par plusieurs problèmes de santé. Mais, grâce à son éducation stricte et sage, le duc de Penthièvre, qui est le petit-fils de Louis XIV, décide de le marier à son fils, le prince de Lamballe, qui a la sexualité légèrement débridée. Il espère ainsi qu'il se calmera en l'épousant. Vivant d'abord une idylle amoureuse, Marie-Thérèse déchante très vite lorsque son mari finit par la délaisser seulement 2 mois après leur mariage, en plus du fait qu'il lui transmet plusieurs maladies vénériennes, lui laissant ainsi des cicatrices et des boutons. Et son mari finit par contracter la syphilis et meurt en 1768. Marie-Thérèse devient alors veuve à l'âge seulement de 19 ans. Elle est donc alors prise en charge par son beau-père, le duc de Penthièvre, qui apprécie énormément la jeune femme, puisqu'ils feront beaucoup de missions caritatives ensemble. D'ailleurs, le duc ne la remariera étrangement jamais. Sauf que maintenant qu'elle vit à Paris et qu'elle est loin de sa région natale, Marie-Thérèse s'ennuie terriblement, en plus du fait que ses problèmes de santé s'aggravent avec des migraines et des évanouissements répétés. Mais tout change en 1770 avec le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Les deux jeunes femmes se rencontrent alors à Compiègne. Marie-Antoinette découvre la cour versaillaise, ses travers, ses rumeurs, ses ragots, et est déjà jugée par tout le monde. Tandis que Marie-Thérèse, elle, semble lui porter un regard plus sympathique, plus amical, déjà parce qu'elle est presque aussi jeune qu'elle, et aussi parce qu'elle a été tenue loin des rumeurs à la cour. En plus, les deux jeunes femmes se trouvent avoir des émotions assez similaires, assez émotives toutes les deux. Marie-Thérèse a la réputation d'avoir des mélancolies régulières, tandis que Marie-Antoinette, déjà qu'elle est assez jeune, a été régulièrement reprise sur son comportement, puisqu'il est très mal vu pour une jeune fille, et notamment une jeune femme aristocrate, d'exprimer librement ses sentiments. Ce n'est donc pas pour rien que pour ces deux jeunes femmes qui sont proches dans leur personnalité, dans leur âge et loin des ragots de Versailles, finissent par sympathiser. Elles se voient donc de plus en plus régulièrement, finalement toutes les semaines, Marie-Antoinette l'invite à des jeux, à des dîners, à des bals, et pendant toutes ces années où elle est dauphine, elles en profitent véritablement. Mais en 1774, Louis XV décède et Marie-Antoinette devient officiellement reine de France. Marie-Thérèse est donc plus seulement la favorite de la reine, avec qui elle passe beaucoup de temps au Trianon, puisqu'elle devient surintendante de la reine, une fonction qui avait été supprimée jusque-là, notamment par l'épouse de Louis XV, pour faire des économies. Finalement, cette solution, eh bien, c'est celle qu'a trouvée Marie-Antoinette pour garder celle qu'elle appelle son cher cœur auprès d'elle, puisqu'une surintendante de la maison de la reine, c'est celle qui va surveiller toutes les actions et tous les faits et gestes de cette dernière. Ses sorties, ce qu'elle mange, ce qu'elle porte, en passant par ses activités. Et donc, elle peut l'accompagner lors de ses voyages, de ses déplacements, notamment à Paris, lorsqu'elle fait des petites fêtes et des petits jeux. Mais petit à petit, une femme va venir supplanter la place privilégiée de Marie-Thérèse auprès de la reine, c'est Gabrielle, la duchesse de Polignac.
Gabrielle est réputée pour être une femme enjouée, amusante, charmante, élégante. Rien d'étonnant que Marie-Antoinette tombe totalement sous le charme. Malheureusement, la duchesse est également connue pour être un petit peu teintée d'ambition, puisque sa famille est endettée jusqu'au cou et que Marie-Antoinette va régulièrement lui venir en aide financièrement. Pendant ce temps, puisque la princesse a perdu son rôle privilégié auprès de la reine, eh bien, elle va faire sa vie ailleurs. Elle va continuer ses activités caritatives qu'elle avait commencées avec son beau-père, mais elle va également se rapprocher des idées des Lumières et de l'encyclopédie. Elle deviendra même franc-maçonne. En 1781, elle va d'ailleurs organiser un repas exclusivement féminin, puisque Marie-Thérèse commence à être un petit peu sensible à la condition de la femme. D'ailleurs, ce repas va énormément choquer la reine Marie-Antoinette, avec qui elle ne partage pas donc les mêmes opinions politiques. Avec ces idées, Madame de Lamballe sera donc relativement épargnée par les rumeurs des révolutionnaires et aussi parce qu'elle est amie avec le duc d'Orléans qui est très apprécié par les révolutionnaires eux-mêmes. Malheureusement, on le sait, la reine de France ne subit pas le même sort. D'ailleurs, Madame de Lamballe va la soutenir jusqu'au bout, notamment lorsque la reine commence à prendre conscience des critiques et à se calmer un petit peu, s'éloignant donc légèrement de Madame de Polignac. Madame de Polignac et Marie-Antoinette vont faire énormément l'objet de pamphlets, les traitant de lesbiennes, et ça finira par être le cas pour Madame de Lamballe qui avait été épargnée jusque-là. C'est d'ailleurs la seule source que nous avons à ce sujet, il n'y a donc aucune preuve, quelle qu'elle soit, que Marie-Antoinette et Madame de Lamballe aient eu une relation autre qu'amicale. Puis arrive la Révolution. Versailles se vide, et les soutiens de Marie-Antoinette s'en vont progressivement. Dès le 14 juillet 1789, Marie-Antoinette demande à Madame de Polignac de partir, ce qu'elle fera. Elles vont s'échanger des lettres par la suite, mais ne se reverront jamais. Ce n'est par contre pas le cas de Madame de Lamballe, qui restera auprès d'elle, même lorsque la famille royale sera emmenée aux Tuileries. Finalement, en 1791, la reine apprend à la princesse leur projet de fuite à Varennes. Munie donc de son passeport, elle va partir à Londres. Mais elle apprend ensuite l'échec de cette fuite par les correspondances qu'elle entretient avec la reine et décide de revenir à Paris en novembre 1791 avec un mauvais pressentiment. Marie-Antoinette lui avait d'ailleurs sommé de ne pas revenir. Depuis cet échec, la famille royale est assignée à résidence et la situation est très tendue. Elle est accusée de collaborer avec des coalitions étrangères, en particulier la reine autrichienne d'origine. Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, le tocsin sonne à Paris. Et le matin du 10, la foule se rassemble aux Tuileries. La foule parisienne, notamment les sans-culottes, attendait le détrônement du roi depuis la fuite à Varennes, qui ne venait pas. Ils ont donc décidé de passer à l'insurrection. Cette foule de plus de 20 000 personnes avance alors vers les Tuileries et demande à voir la famille royale, en particulier l'Autrichienne. Pour leur propre sécurité, ils décident de se réfugier à l'Assemblée. La princesse de Lamballe est toujours à leur côté. Mais devant le palais, l'émeute enfle. Une porte s'ouvre et les émeutiers s'engouffrent. Les gardes suisses finissent par tirer à bout portant. Finalement, ce seront eux qui seront tués et massacrés par les insurgés. Au terme de ce bain de sang, le roi est finalement destitué. La famille royale, devenue capet, est emprisonnée au temple. Mais le 19 août, toutes les personnes qui ne font pas partie de la famille royale sont évacuées. La princesse de Lamballe est alors contrainte de quitter la reine. Ce seront des adieux déchirants et ce sera surtout la dernière fois où elles se verront. Le lendemain, dans sa cellule, la princesse de Lamballe est interrogée par les républicains. On veut alors savoir si le 10 août, la famille royale a eu un rôle à jouer dans le massacre des Tuileries. Mais Marie-Thérèse ne perd pas son sang-froid. Elle dit qu'elle était bien auprès d'eux, mais qu'elle n'avait pas connaissance d'un complot organisé par le couple royal. Le 2 et 3 septembre 1792, une foule armée de barres de fer, de pics et de bûches encercle les prisons de Paris. Ils pensent que les royalistes cacheraient une armée et organiseraient une contre-révolution. Plusieurs aristocrates sont alors tués.
Le matin du 3, la princesse de Lamballe est tirée de sa cellule par les Parisiens qui décident d'interroger tous les détenus. Elle est présentée à une commission improvisée et doit répondre de ses actes. Puisque proche de la famille royale, on pense qu'elle est impliquée dans des affaires d'État. Hébert lui demande quels sont les complots à la cour et ensuite lui somme de prêter serment pour la liberté et l'égalité et de jurer haine au roi, à la reine et à la royauté. Elle répond ainsi « Je ferai facilement le premier serment, mais je ne puis faire le second, qui n'est pas dans mon cœur. » Hébert sonne alors la fin de l'interrogatoire en annonçant « Qu'on élargisse madame !» Élargir à l'époque voulait dire deux choses. Libérer ou tuer. Ce n'est pas une très bonne idée d'avoir deux définitions totalement opposées pour le même nom. Deux hommes la prennent par le bras et la font sortir près de la foule. Elle trébuche horrifiée sur les montagnes de cadavres qui sont présentes dans la cour de la prison. On raconte ensuite qu'un premier coup de sabre est porté à sa tête, un second la défigure, elle est ensuite rouée de coups, dévêtue et ensuite décapitée. Sa tête sera mise au bout d'une pique. La légende raconte que sa meilleure amie aurait vu la tête de la princesse à travers la fenêtre du temple, puisqu'elle était trimballée dans tout Paris au bout d'une pique. Alors en effet, la tête a été montrée dans tout Paris, mais il est très peu probable que la reine ait pu la voir, déjà parce que les fenêtres de la prison sont assez hautes, donc la visibilité assez moyenne, mais aussi parce que l'on sait que ce sont les gardes eux-mêmes qui annoncèrent à la reine la mort de sa meilleure amie. Selon sa fille, Madame Royale, Marie-Antoinette se serait évanouie à l'annonce de cette nouvelle. Son corps sera ensuite déposé à la section des 15-20 qui procéderont à son inhumation dans un lieu assez incertain et également à la fouille de ses effets qui sont encore aujourd'hui décrits dans un procès-verbal. Au final, les circonstances exactes de la mort de la princesse de Lamballe sont assez mal connues. Tout ce que l'on sait, c'est que la décapitation aurait été faite après sa mort. En général, quand on raconte la mort de la princesse de Lamballe, eh bien, on va surtout raconter les mutilations atroces qu'elle aurait subies. Mais au final, ces mutilations, elles ont été racontées a posteriori par des royalistes qui souhaitaient mettre en avant la barbarie qui sévissait à Paris suite à l'avènement des révolutionnaires. C'est Jean-Gabriel Pelletier qui fut le premier en 1793 à décrire les supplices qu'aurait subi le corps de la princesse de Lamballe, notamment le fait qu'elle ait été déshabillée et dépecée. Au XIXe siècle, à la Restauration, on en a rajouté encore plus avec un viol, un éventrement, les seins, les parties intimes découpées, bref, comme s'il y avait besoin d'en rajouter. Le tout pour déshumaniser les bourreaux de cette époque, mais aussi répondre à un voyeurisme rempli de récits historiques macabres et alimenté par des fantasmes nécrologiques. On ne sait donc pas véritablement ce que la princesse a pu subir avant ou après sa mort. Tout ce que l'on sait, c'est que le récit qui est rapporté en 1792 par les révolutionnaires eux-mêmes ne rapporte aucune mutilation du corps. Ce que l'on est sûr finalement, c'est qu'elle a été tuée rapidement et de façon plutôt violente, puisqu'elle a été décapitée, ce qui n'est rien d'étonnant puisqu'elle est aristocrate et en plus de cela proche de la famille royale et surtout de Marie-Antoinette, donc elle aurait pu facilement attirer la haine de la foule parisienne. Mais pourquoi elle ? Et pas la duchesse de Tourzel par exemple, sa codétenue et également amie de Marie-Antoinette, qui est ressortie vivante de cette affaire. D'ailleurs, toutes les autres prisonnières ont été relâchées. La seule qui a été tuée, c'est Madame de Lamballe. C'est peut-être aussi pour cette raison que parmi les 1500 voire 2000 aristocrates qui auraient été tués entre le 2 et le 3 septembre, on raconte surtout l'assassinat de Madame de Lamballe, qui est décrit par les révolutionnaires comme un acte de justice. Pour certains historiens, et notamment Olivier Blanc, on aurait voulu la faire taire. En effet, la princesse de Lamballe était accusée d'avoir participé à soutenir le comité autrichien, une police secrète créée par Louis XVI en 1791 pour surveiller les actions révolutionnaires. Cette police aurait également rallié, autant dire corrompu, plusieurs édiles révolutionnaires, ces conciliabules de la cour qui auraient été révélés par l'armoire de fer.
Des gens de haute importance, comme Danton, Piéton ou Bailly, auraient pu être gênés par des témoins comme la princesse de Lamballe. Est-ce vrai? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à sa mort, la princesse de Lamballe a été la meilleure amie de Marie-Antoinette et l'a soutenue, même dans les pires moments. D'ailleurs, juste avant son départ pour Paris en 1791, elle a rédigé son testament. Donc elle savait très bien les risques qu'elle encourait en allant voir son amie. Elle a d'ailleurs écrit dans ce testament quelque chose pour Marie-Antoinette. Je supplie la reine de recevoir une marque de reconnaissance de celle à qui elle avait donné le titre de son amie. Titre précieux qui a fait le bonheur de ma vie et dont je n'ai jamais abusé. Et que pour lui donner des témoignages d'attachement et des preuves de sentiment pour sa personne, personne que j'ai toujours aimée et chérie jusqu'à mon dernier soupir, je lui demande donc, pour dernière grâce, d'accepter ma montre, pour lui rappeler à la fois l'heure de notre séparation et toutes les heures si heureuses que nous avons passées ensemble. La princesse de Lamballe, outre qu'une atroce affaire de meurtre, c'est aussi une belle histoire d'amitié.